Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Vous avez suivi les élections législatives des 12 et 19 juin qui ont renouvelé la composition de l'Assemblée nationale d'une manière assez inédite, il faut le dire, puisque Emmanuel Macron, président de la République quelques semaines plus tôt, réélu président de la République, s'est retrouvé privé de sa majorité absolue dans la chambre basse du Parlement, avec désormais une majorité relative. Alors dans cette nouvelle Assemblée, l'opposition s'organise et nous avons pu constater de quelle manière elle s'organise la semaine dernière avec les différentes élections internes. Et oui, puisque la semaine dernière ont été désignés la présidente de l'Assemblée, les questeurs, les secrétaires, les vice-présidents et les présidents des 8 commissions permanentes de l'Assemblée, dont la très politique commission des finances, la très convoitée commission des finances, qui est traditionnellement présidée par un député de l'opposition. Et donc, qui a été élu à sa tête ? Le député de la France Insoumise, Éric Coquerel, élu le 30 juin dernier. Alors, que d'étonnement, alors qu'au premier et deuxième tour de ces élections internes, LR, LIOT, donc c'est les Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, et LR et RN, finalement, avaient ensemble plus de points plus de voix que celle d'Éric Coquerel. Donc, pour résumer, je vais vous le lire. Éric Coquerel, au premier tour de la commission des finances, de l'élection interne de la commission des finances, avait 20 voix, Jean-Philippe Tanguy du RN 11, Véronique Louwagie 8 et Charles de Courson 2. Donc, si on additionnait Jean-Philippe Tanguy, Véronique Louwagie et Charles de Courson, on arrivait à un point de plus au-dessus d'Éric Coquerel. Voilà, donc deuxième tour, même résultat. Et troisième tour, Charles de Courson, qui aurait pu être président de la commission des finances, a retiré sa candidature. Donc avant le troisième tour, LR et le RN étaient, dit-on, en train de s'allier pour faire passer Charles de Courson devant Éric Coquerel. Donc finalement, Charles de Courson a décidé de se retirer et donc de laisser la place à Éric Coquerel, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez ce qu'en pense Jordan Bardella qui a réagi à la suite de cette alliance. Le premier groupe d'opposition, c'est le Rassemblement national, et par une des magouilles entre les Républicains et la France Insoumise, on a vu se dégager un axe LR, Coquerel. Donc ça va plaire à beaucoup d'électeurs de droite d'apprendre qu'on remet, avec le soutien des Républicains, la présidence de la Commission des finances à un révolutionnaire de la LCR, c'est-à-dire au pire de l'extrême gauche, Monsieur Coquerel, qui est l'aile gauche de la France Insoumise, donc l'extrême gauche de l'extrême gauche, qui est un militant anti-flic, un communautariste, et quelqu'un qui défend des idées qui sont, je crois, dangereuses pour la démocratie. Voilà, c'est Jordan Bardella qui parle d'un axe LR Coquerel. Alors, pour en parler et pour parler des autres nominations notamment qui ont eu lieu la semaine dernière, nous sommes avec Guillaume Bernard. Bonjour Guillaume Bernard. Bonjour Clémence. Vous êtes historien du droit, politologue, maître de conférences, auteur de ce livre que je cite et répète à chaque fois parce qu'il a vraiment, encore une fois, eu raison bien avant toutes ces actualités. La guerre à droite aura bien lieu chez Desclés de Brouwer. Et dernièrement, les derniers livres, L'Empereur et les Brigands, Le théâtre de l'histoire, nouvelles éditions latines. Alors là, la guerre à droite a clairement bien eu lieu, encore une fois, Guillaume Bernard. Oui, bien sûr. Il est certain que la situation de la composition, je dirais, de l'Assemblée nationale fait que il y a des manœuvres, il y a des alliances, il y a des connivences qui font que les différentes tendances politiques se cherchent. Elles ne savent pas encore vraiment très bien comment se positionner par rapport à Emmanuel Macron. Il est certain qu'au sein de LR, il y a deux tendances. Il y a ceux qui veulent bien participer à la majorité présidentielle et puis il y a ceux qui s'y refusent, en particulier tous ceux qui ont été élus, je dirais, dans le giron de Laurent Wauquiez, qui pour l'instant n'est pas encore réapparu sur la scène politique nationale, mais qui va sans aucun doute le faire dans les mois ou les années à venir. Donc il est clair que à la fois Emmanuel Macron est dans une position compliquée, il n'a pas de majorité absolue, mais il est vraisemblable qu'il aura la possibilité, texte par texte, au cas par cas, de trouver une majorité en trouvant des supplétifs à gauche, avec les députés, je dirais, de gauche qui n'appartiennent pas à la NUPS. Il y en a quand même
un certain nombre, il y en a une vingtaine, et puis sans doute une partie du groupe LR. Et il est certain que dans l'explication, dans la raison pour laquelle LR n'a pas soutenu le candidat présenté par le groupe du Rassemblement national, il y a peut-être moins, me semble-t-il, la volonté délibérée de faire élire un ancien de la LCR à la tête de la commission des finances qu'une volonté d'essayer de maintenir pour l'heure en tout cas, leur cohésion. Et on peut peut-être même ajouter que, à la limite, ils se disent que finalement, cette commission des finances présidée par un LFI, par un député de la France Insoumise, ça pourrait peut-être mettre plus en difficulté Emmanuel Macron qu'un candidat issu du Rassemblement national, candidat qui, je dirais, avait été choisi, semble-t-il, parce qu'il justement représentait une tendance faisant la liaison avec LR, puisque Jean-Philippe Tanguy est un ancien collaborateur de Nicolas Dupont-Aignan. Donc dans ces conditions, effectivement, on avait d'un côté un représentant de l'aile gauche de la NUPS et puis de l'autre côté un représentant, je dirais, de l'aile modérée, si on veut présenter les choses ainsi, du Rassemblement national. Je note deux choses qui m'amusent quelque peu, c'est que je vois que les patrons, les représentants du Rassemblement national qui depuis des années nous expliquent qu'il n'y a plus de clivage droite-gauche, tout d'un coup ils l'ont redécouvert en présentant M. Coquerel comme étant l'extrême gauche de l'extrême gauche. Bon, c'est que donc peut-être qu'effectivement ce clivage, il existe toujours comme moyen d'interprétation de la vie de la vie politique. Et puis il y a un deuxième élément quand même qu'il ne faut quand même pas négliger, c'est que il y a une ambiguïté de la NUPS. On l'a tous dit, c'était un cartel électoral qui ensuite a éclaté, puisqu'effectivement les différents candidats qui s'étaient présentés sous l'étiquette de la NUPS sont allés siéger dans différents groupes socialistes, écologistes, communistes, LFI. Bon, il n'empêche qu'effectivement, il y a quand même plus de députés de la NUPS qu'il n'y en a du Rassemblement national. En termes de groupe, le premier groupe d'opposition, c'est le Rassemblement national, mais en termes de tendance politique, c'est quand même la NUPS qui a plus d'élus, et je ne cesserai de le dire, même si effectivement certains de vos auditeurs sont traumatisés par le score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et le nombre d'élus de la NUPS, la gauche est en recul. Si vous regardez le nombre d'élus de la gauche depuis des années, ce nombre d'élus ne cesse de diminuer, ne serait-ce que par rapport à 2017. Il n'empêche que, voilà, il y a cette ambiguïté. LFI a moins de députés que le Rassemblement national, mais la NUPS a plus de députés que le Rassemblement national. Mais c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant, notamment ce vote à la Commission des finances, puisque alors que Éric Coquerel avait derrière lui la NUPS, de l'autre côté, on avait un Jean-Philippe Tanguy du RN, Véronique Louwagie et Charles de Courson, qui, à un moment donné, visiblement, ont quand même tenté de se rapprocher, de mettre Charles de Courson en haut, et puis de tous voter pour lui. Et puis, Charles de Courson aurait refusé d'avoir des voix du Rassemblement national. Donc, en fait, cette grande alliance que depuis le début, à droite, on recherche, droite et pourquoi pas centre, on recherche, ne fonctionne toujours pas, même dans ce vote des commissions des finances, tandis que de l'autre côté, on voit que c'est encore une fois un pari gagnant du côté Éric Coquerel. Je voudrais, concernant aussi, vous avez abordé la question des tendances LR et peut-être de l'éclaircissement nécessaire de la ligne LR. Je voudrais vous faire écouter Georges Fenech, magistrat et ancien député LR, qui était sur CNews dans l'émission de Pascal Praud et qui répondait à Pascal Praud, qui lui disait que, il expliquait LR, Liberté et Indépendants ont préféré LFI ou RN. Voilà ce que disait Pascal Praud et voilà comment répond Georges Fenech. Renaissance, Républicains, Liberté, Indépendants ont préféré. Non, justement, je ne suis pas d'accord avec cette présentation des choses. En réalité, vous avez rappelé les scores, LR n'a fait que voter pour LR, n'a pas voté pour LFI. Il se trouve que l'intergroupe, donc NUPES, avait une majorité à la commission.
Non. Et vous dites, ils ont préféré par rapport, ils auraient pu faire élire un représentant du Rassemblement national. Georges, les gens, ils ont Pascal, bien, je vais vous dire, non, Georges, les gens, ils ont bien compris. Je ne suis pas Mais c'est d'accord. parce que vous n'êtes pas d'accord, j'ai envie de dire, si j'étais méchant, que vous en êtes là où vous en êtes. Non. Les gens, ils ont bien compris. Non, j'accepte Ils pas ont bien cette, compris que vous préférez il y Éric aura Coquerel. jamais, Pascal, il Ils y ont bien aura- compris que vous préférez Éric Coquerel à quelqu'un du Rassemblement Je n'ai national. pas dit ça. Mais si, je ne préfère mais ni l'un les gens- ni l'autre. Ah bah oui, vous Ni préférez l'un, pas. ni Eh ben, l'un, ni ils ont. l'autre. Eh bien, demandez à vos On a électeurs ce allé- qu'ils en pensent. Écoutez, les électeurs ont voté aux législatives. Demandez à vos électeurs ce qu'ils en et pensent. Aujourd'hui, on a Si- le résultat. de Demandez ce à vos vote. électeurs ce qu'ils en pensent dans un choix comme ça, s'ils préfèrent. Il n'y aura pas s'ils d'alliance. préfèrent- Il n'y aura s'ils jamais d'alliance entre LR et le Rassemblement national. C'est clair, je crois. Oui, voilà, donc ça a le mérite d'être clair et c'était clair également dans ce vote, puisque il est revenu à Éric Coquerel. Et de l'autre côté, la une du Figaro aujourd'hui, les Républicains s'installent dans l'opposition à Macron. C'est en tout cas ce qu'ils veulent faire croire. La lettre d'Olivier Marleix adressée à la Première ministre Elisabeth Borne au nom des députés LR est la première illustration, disent-ils dans le Figaro, d'une démonstration de force. Voilà, nous répondrons à la question de confiance quand elle sera posée et si elle est posée. Voilà. Avec quelle force et vigueur Olivier Marleix s'oppose et montre qu'il fait encore partie d'un parti d'opposition à Emmanuel Macron dans le Figaro ce matin. Alors, quelle est la ligne ? Y a-t-il vraiment une ligne LR aujourd'hui et une ligne claire entre ce rapprochement avec la Macronie, le ni RN, ni LFI, etc. Guillaume Bernard. Mais non, il n'y a pas de ligne claire, ça, vous avez parfaitement raison de le noter, on le voit encore une fois, les jeux d'appareils pèsent plus que les proximités doctrinales et les porosités électorales, les connivents, enfin, les proximités entre les électeurs. Il est bien certain que aujourd'hui, LR est dans une position encore plus délicate qu'auparavant, parce que lorsqu'il refuser toute convergence avec le Front puis le Rassemblement national, ils étaient dans une position dominante. Or, aujourd'hui, la situation s'est totalement inversée. Il est certain que LR, aujourd'hui, pour survivre, ne peut pas, dans le fond, se rapprocher du Rassemblement national parce que cette fois-ci, eh bien, il serait absorbé. Je vous rappellerai en quelques mots ce que Charles Pasqua avait préconisé à Jacques Chirac dans les années 80. Il lui avait dit, mais il faut intégrer le Front National d'une manière ou d'une autre à des alliances, de telle manière que nous finirons par les absorber. Là, effectivement, la situation est totalement inversée et ils ne sont plus du tout en capacité de mener une telle stratégie. Comme je vous l'ai dit, il est vraisemblable que LR a maintenu son candidat jusqu'à la fin de ce processus d'élection du président de la Commission des Finances, je dirais dans le but d'essayer de maintenir de manière artificielle leur unité, leur image et puis leur unité en attendant de voir comment ils allaient pouvoir se positionner par la suite. En attendant de voir à quelle sauce ils seront mangés par un autre groupe du côté de la droite ou du côté de la gauche peut-être. C'est peut-être aussi... Voilà, c'est ça. D'une certaine manière, c'est ça. On sait bien que, en plus, LR a une énorme chance, c'est que il n'y aura pas d'élections locales, hormis les municipales en 2026, où il y a quand même beaucoup de candidats et de listes qui sont sans étiquette et qui sont apparentés droite ou gauche, modérés, etc. Il n'y aura pas ni les régionales ni les départementales avant la prochaine présidentielle, et donc il y aura uniquement les européennes en 2024. Alors là, évidemment, va se poser la question du positionnement, encore qu'il n'y a plus aucun parti d'envergure qui préconise véritablement le Frexit. Je ne dis pas que pour ma part, j'y suis forcément favorable, mais enfin, en tout cas, je constate qu'il n'y a plus véritablement de partis affirmant des positions souverainistes extrêmement, je dirais, tranchées. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, je pense que LR est dans une stratégie de se maintenir en survie dans le but de pouvoir exister coûte que coûte pour essayer de pouvoir présenter encore, peut-être pour la dernière fois, un candidat à la présidentielle de 2027, étant entendu qu'il
pourra pas y avoir normalement la présence d'Emmanuel Macron lors de cette prochaine présidentielle. Alors, est-ce une stratégie gagnante à nous de juger, puis l'avenir nous le dira également. Merci beaucoup Guillaume Bernard. Je rappelle ce livre fondamental, La guerre à droite aura bien lieu chez Desclés de Brouwer. À bientôt. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.